Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et on est reparti ensemble pour une nouvelle semaine d'actu dans Dev Café. Alors comme d'habitude, on va voir ce qui a marqué principalement le monde du mobile, mais on va quand même pas s'interdire quelques petites infidélités, notamment notre cher Elon Musk qui est un peu le personnage qui fait qu'une série est mémorable ou pas. Mais bon, on est bien ici dans la réalité. Et aujourd'hui, la première partie, elle va principalement tourner autour du web et des frameworks qui sont basés dessus. Et en deuxième partie, ce sera essentiellement des compléments d'infos sur Android 14. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce programme. Pour commencer, on va se tourner du côté de chez Expo, qui est un peu l'outil indispensable pour compléter React Native dans la création des applis Android, iOS, mais aussi pour le web. La version 48 est en bêta depuis la fin de la semaine dernière et devrait passer stable cette semaine, en tout cas si tout se passe bien. Mais bien sûr, j'imagine que vous voulez connaître les nouveautés, au premier rang desquelles on va retrouver Expo Image, qui est un tout nouveau composant pour se charger d'afficher des images, sachant qu'il supporte tous les formats modernes comme l'AVIF et le HEIC, mais aussi ceux plus classiques comme le PNG ou le JPEG. À noter aussi qu'il supporte les placeholders, les transitions et même l'ajout du flou. L'idée c'est qu'Expo Image va remplacer le composant Image de React Native à terme. Ensuite, Expo Router fait aussi son apparition pour gérer la navigation, et ça s'appuie sur React Navigation qui a la particularité de gérer les routes par fichier. C'est-à-dire qu'une route est égale à un fichier, et d'ailleurs désormais ce sera aussi la bibliothèque qui sera utilisée par défaut dans les templates. Ensuite, si vous utilisez EASBuild avec iOS, les workers avec des processeurs M1 sont utilisés par défaut. Hermes est aussi le moteur JavaScript utilisé par défaut, sachant que vous avez vraiment intérêt à l'utiliser vu la différence de performance. Et enfin, rapidement, le support de la concurrence en Swift est arrivé avec les fonctions async ou await, ou encore sur Android, tous les modules Expo ont un target SDK A33. Voilà donc pour l'essentiel des nouveautés qui devraient donc arriver cette semaine du côté de chez Expo 48. On enchaîne avec le fameux remplacement de WebKit par d'autres moteurs sur iOS, et ça se précise au Royaume-Uni où le régulateur local, à savoir la CMA, souhaite vraiment que ça se produise, en indiquant qu'en l'état WebKit a, je cite, un pouvoir de marché substantiel et bien établi. Ils font ensuite état d'un certain nombre de faits que l'on savait déjà, à savoir que des développeurs ont annulé des fonctionnalités car WebKit ne les supportait pas, ou encore que le développement sur iOS a un coût plus élevé, car Apple force sournoisement à faire du natif, car sur le web il y a des bugs et des glitches inhérents à WebKit. Donc autant dire que sur les observations de la CMA, c'est plutôt cohérent. Mais cela n'a pas du tout plu à Apple qui a répondu en indiquant que cela transformerait iOS en Android. Alors pour cela, il se justifie en expliquant que sans WebKit, il n'y aurait plus des mises à jour uniformes pour gérer les contenus sur le web. Finalement, côté Apple, leur défense, elle bouge pas d'un iota. Mais en réalité, la CMA ne s'arrête pas dans si bon chemin car elle voudrait aussi mettre fin au monopole de l'App Store en permettant à la fois d'avoir des boutiques alternatives et de faire du sideloading. Et à nouveau, Apple a rétorqué en disant que cela aurait pour effet, je cite, de transformer iOS en une autre version d'Android, comme quoi finalement Android c'est une sorte d'épouvantail chez Apple. Et pour finir, Apple est tout rouge face aux conclusions de la CMA car ils vont faire appel devant le tribunal dédié au Royaume-Uni, car selon eux, la CMA aurait outrepassé son autorité en ouvrant cette enquête. Bref, comme vous le voyez, il y a encore plein d'épisodes devant nous, et si d'ailleurs je suis un tout petit peu cynique, ça me fait plein de sujets à venir pour Dev Café. Allez, on reste chez Apple, mais du côté de Safari maintenant, où une nouvelle version preview est disponible, et le changelog est vraiment impressionnant de longueur. Alors, je vais vous en citer juste quelques-uns, mais le Masonry Layout est désormais accessible, et en gros, c'est ce qu'on appelle souvent les staggered lists sur mobile. Côté manette de jeu, des améliorations sont à noter sur le support des vibrations. Sur la partie multimédia, l'API des Audio Sessions est bien active avec des performances supérieures, et ensuite il y a vraiment une tonne de nouveautés que je pourrais vraiment pas vous lister. Ça va donc bien dans le sens de ce que je vous avais indiqué la semaine dernière, à savoir qu'Apple a embauché beaucoup de monde pour travailler sur WebKit, et finalement réduire le gap avec les moteurs derrière Chromium ou encore Firefox. Et enfin, avant la partie en bref, on l'oublie un peu trop vite, mais Huawei reste encore une force assez puissante en Chine, avec HarmonyOS, son fork d'Android. La version 3.1 est actuellement disponible en bêta, ou plus précisément c'est une sorte de bêta fermée, car les développeurs ont jusqu'à aujourd'hui pour s'y inscrire. Si toutefois ils sont sélectionnés, ils recevront par email ou SMS un lien pour télécharger la bêta sur leur téléphone de test, en l'occurrence uniquement des modèles P50 et P50 Pro. Finalement c'est une approche très différente de ce à quoi on est habitué. Au niveau des nouveautés, honnêtement c'est assez difficile d'y comprendre quoi que ce soit car c'est traduit du chinois,
Et quand j'essaie de regarder les correspondances dans la doc, c'est assez difficile de faire des liens, mais en tout cas, ils ont un framework de Declarative UI qui se nomme ArcUI et qui se code en TypeScript ou alors en JavaScript. Si par contre certains d'entre vous sont bons en chinois, je suis preneur d'infos plus détaillées. Allez, chose promise, chose due, voici les actus en bref du jour et malheureusement préparez les mouchoirs car il y a peu de bonnes nouvelles pour commencer cette semaine. On va malheureusement commencer par une hécatombe du côté des licenciements. En effet, ce sont pas moins de 4 grandes entreprises qui se font remarquer. Tout d'abord, GitHub décide de se séparer de 3000 employés, soit 10%, pour évoluer vers du full remote. Ensuite, GitLab licencie plus de 2100 personnes, soit 7% de ses équipes. Puis c'est au tour de GoDaddy avec 8% de sa masse salariale, et enfin Yahoo avec sa division spécialisée dans la publicité qui représente 1600 personnes, soit tout de même 20% des effectifs. Et d'ailleurs, chez Google, les licenciements sont une véritable catastrophe car un certain nombre d'actions sont données dans les indemnités de départ. Sauf que des mauvais calculs ont mené au moins 2 anciens employés à recevoir bien moins que prévu. Toujours dans les mauvaises nouvelles, le service Flurly qui facilitait la vente de produits numériques va fermer car Stripe vient de clôturer leur compte. On reste dans les polémiques mais du plus positif avec Twitter qui affiche désormais publiquement les restrictions qu'il y a sur chaque compte. Vous ne pourrez ainsi plus dépasser les 2400 tweets par jour ou encore les 500 messages par jour. MXPlayer est un lecteur audio et vidéo très populaire sur Android qui s'était fait racheter par un service de vidéo à la demande indien en 2018. Mais selon des indiscrétions de TechCrunch, Amazon pourrait être intéressé par un rachat, tout comme Z, une société rachetée elle aussi par Sony. Et enfin, qu'on l'aime ou non, le XML est encore beaucoup utilisé aujourd'hui alors qu'il a été créé il y a plus de 25 ans. En effet, c'est un 10 février 1998 que la spécification de l'Extensible Markup Language a été officialisée en version 1.0. Comme on dit, les vieux font bien de la résistance. On reprend avec une petite info sur Chrome pour Android, et comme je vous l'avais indiqué il y a quelques jours, Google veut mettre l'écran de partage en module, histoire d'éviter que ce soit différent d'un constructeur à l'autre. Et il semblerait que Google se l'applique à lui-même, car un flag permet d'y parvenir sur Chrome. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le papier, mais ça va tout de même avoir un inconvénient, à savoir que l'envoi sur une autre instance du navigateur, par exemple sur un ordinateur, ce ne sera plus accessible aussi rapidement qu'avant, pareil pour les 2-3 autres fonctionnalités qu'il y avait autour. Par contre, attention, il ne s'agit que d'un flag pour le moment, rien ne dit que ça passera en version stable un jour, ça pourrait totalement être une idée abandonnée. On poursuit avec Android 14 qui commence à pointer le bout de son nez par l'intermédiaire d'une première developer preview. Dans l'épisode de vendredi, je vous ai présenté les quelques rares changements visuels, mais aussi les nouvelles API. Sauf qu'entre-temps, notre Michel favori en a trouvé d'autres, et de mon côté, j'ai 2-3 infos à rajouter, donc on va commencer dans un premier temps par les infos de Michel. Pour commencer, je ne sais plus si vous en souvenez, mais Google avait officiellement dit qu'Android 14 allait supporter la connectivité par satellite, et ça semble se confirmer avec l'arrivée de règles SE Linux. Mais bon, il faudra forcément acheter un nouveau téléphone pour en profiter, sachant que pour rappel, Apple ne l'utilise que pour les urgences, mais selon la constellation utilisée, vous pouvez tout à fait appeler, envoyer des messages, voire même naviguer sur Internet. Toujours dans les nouveautés un peu abstraites, Michel a découvert une amélioration des API pour les Virtual Devices, c'est-à-dire ce qui sert à streamer des applications Android vers Chrome OS, et ici on pourrait aussi utiliser la caméra des téléphones. Mais fait intéressant, on note l'arrivée de 2 companion devices, à savoir Glasses et Nearby Device Streaming. Pour Glasses, en réalité c'est déjà plus ou moins possible avec les Google Glass, et bien oui parce qu'elles sont toujours en vente, mais uniquement auprès des pros. Pour l'autre catégorie, à voir ce que ça pourrait être. Ensuite, pour ce qui est des claviers, il devrait y avoir des grosses améliorations comme le support du touchpad ou encore les modifiers, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur des combinaisons de touches. Bref, finalement, ça sent quand même pas mal l'arrivée de la tablette Pixel, voire même un peu plus, et d'ailleurs ça pourrait aussi améliorer les applications Android sur Chrome OS qui quand même serait pas plus mal. Puis il y a une autre amélioration sur la localisation, car je vous avais indiqué vendredi qu'en français on pourra désormais indiquer la traduction avec le genre, par exemple en français, féminin ou masculin. Et il semblerait qu'on puisse aussi donner l'unité pour la température, le premier jour de la semaine ou encore le style des nombres. Bref, ça nous éviterait de coder tout ça dans nos applis. On continue avec le Predictive Back Gesture qui existait déjà sur Android 13 mais en preview. Et bien la bibliothèque Activity 1.8 qui est en alpha va le supporter aussi, ce qui vous facilitera la tâche pour le support sur Android 14. Et également si vous utilisez la bibliothèque Passway de Romangui qui permet de manipuler facilement les passes, pas mal d'API vont être intégrées directement dans Android, mais quand même Passway va tout de même continuer d'exister car elle continue d'avoir certaines fonctionnalités exclusives. Donc voilà pour le complément d'infos par rapport à vendredi, je n'hésiterai pas à vous tenir au courant des autres nouveautés au fil de l'eau, sachant qu'à peu près tous les mois on devrait avoir des nouvelles versions.
Et pour terminer, place à une petite pépite si vous voulez énerver vos collègues, au masculin comme au féminin d'ailleurs. Concrètement, il s'agit d'une extension pour VS Code qui s'appelle Spaghetti. Et rien qu'à l'évocation du nom, j'imagine que vous imaginez déjà plus ou moins ce dont elle sera capable de faire. Mais si vous voulez la version courte, ça va totalement défoncer les bases de code. Pour cela, vous avez plusieurs choix sur la manière de vous y prendre, et certaines sont quand même pas mal originales, et je vous les cite. Il y a par exemple introduire un bug en ajoutant un +1 dans des boucles, ou alors obfusquer le code, voire même ajouter des commentaires inutiles comme les fameux getters où on indique qu'il retourne la valeur. Mais aussi faire de la documentation en mettant uniquement des emojis, ça peut être pas mal pour ceux qui font trop de devinettes. Ou alors pourquoi pas rendre encore plus compliqué votre code avec des noms de variables à rallonge. Ou enfin, mettre des espaces un peu n'importe comment. Et bon allez, cerise sur le gâteau, vous pouvez faire de la doc, mais en mode rap. Bon clairement, n'installez pas ça n'importe où car vous risquez d'avoir des ennuis. Voilà pour le programme du jour, j'espère en tout cas que vous ne ferez pas trop de bêtises avec Spaghetti. En attendant l'épisode de demain, eh bien je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. N'oubliez pas en tout cas de sortir le like et l'abonnement à la chaîne si vous avez encore quelques petites secondes. Et sur ce, je vous dis à demain.